Mon parcours personnel et professionnel date depuis le lycée. Depuis que je faisais le lycée, j'ai fait le lycée technique. C'est là-bas que j'ai commencé mes activités avec le club Fanta. Club Fanta. Je me souviens jusqu'à présent. À l'époque, par hasard, je me souviens même plus comment. Le club est venu, on cherchait un président ou une présidente. Je me suis portée volontaire. Ouais. J'ai été élue la présidente du club Fanta. Et depuis lors, je devrais à chaque fois démarcher. J'étais l'intermédiaire entre le lycée technique et la brasserie. La brasserie, je ne sais plus, c'est NBB ou quoi, Club Fanta, voilà. Donc à chaque fois qu'il y avait des événements, c'était à moi d'aller mobiliser les fonds, les jus et autres pour les événements scolaires. Après ça, après le lycée, à l'université aussi, j'ai fait la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako, d'où j'étais encore responsable de classe. Imaginez, responsable de classe d'une faculté. Voilà. Et en 2013 aussi, après j'ai encore acheminé avec le master et recherche en intelligence des affaires, où j'étais encore présidente responsable de toute une promotion. Voilà. Donc c'est de là, en 2013, j'avais entendu l'écho de l'élection du Conseil national des jeunes du Mali. Là où aussi, je me suis lancée dans l'eau. C'était à Caille en 2013, je me souviens très bien, où je suis sortie comme présidente de commission au début avec droit de vote. Mais à la suite, j'ai été membre du bureau exécutif jusqu'en 2019. Et après encore, j'ai intégré d'autres organisations comme le Conseil national de la société civile du Mali. Et après encore, j'ai été recrutée par des organisations internationales pour être coach des jeunes femmes leaders dans les régions. Jusqu'à la création de votre ONG, oui. Tout récemment. Geste. Pourquoi Geste? Geste, c'est plus qu'un nom. C'est agir. Oui. Et moi, je suis plus dans les actions que parler. C'est un mot qui a été vraiment réfléchi. Geste, c'est à mon nom, c'est à mon image. J'aime les actions. Je suis humanitaire, je suis socialiste, d'où le nom Geste. On peut dire que c'est authentique et original alors? Oui, authentique et original, à l'image des femmes, comme la force féminine. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans l'humanitaire et l'action sociale? Je vais vous ramener un peu en arrière. Je ne suis pas que femme leader, je suis aussi entrepreneur à succès. Ce côté, je ne le montre pas trop. J'ai actuellement une entreprise de prestation de services et de commerce général. J'ai même une grande boutique de bijoux. J'ai récemment aussi créé une société SARL de technologie IA. Voilà, ça c'est le côté entrepreneurial que beaucoup ne savent pas sur Mariam. Voilà. Maintenant, et le côté humanitaire, quelles sont vos motivations? Côté humanitaire, je suis humanitaire dans l'âme. Je suis humanitaire depuis toute petite. Tous ceux qui me connaissent, ils savent que je suis humanitaire. Je sais pas à expliquer, c'est à vivre mon côté humanitaire. Humanitaire dans l'âme? Dans l'âme. Alors, nous allons parler de la création de la mission de l'ONG Geste, bien sûr. Pouvez-vous nous présenter l'ONG Geste et expliquer sa mission principale? D'accord. L'ONG Geste, c'est une ONG féminine nationale engagée pour la promotion des femmes, tout ce qui est leadership féminin, tout ce qui est mentorat des femmes, tout ce qui est sensibilisation. Ça, c'est l'ONG Geste. La mission, on a pour mission de sensibiliser, de renforcer la capacité des femmes du Mali, surtout en milieu communautaire. Pourquoi les femmes essentiellement et les enfants et nous les vieux?
Oui, j'oubliais, avec un accent particulier sur les enfants. L'ONG GEST, c'est l'autonomisation des femmes et la protection des enfants. Pourquoi pas les hommes? Parce que nous, on s'est dit que dans une famille où la femme et l'enfant est protégé, naturellement, l'homme en bénéficie. Vous êtes déjà, oui, très gâtés, oui. Alors, nous allons parler des principales actions que vous avez menées en faveur des femmes, des enfants et des jeunes. Yana? Il y en a. L'ONG est jeune. L'ONG vient d'être juste créée il y a à peine 3 mois. Actuellement, nous sommes en phase d'expansion, surtout. Nous partons vers les gens. On se présente. La personne qui est derrière l'ONG GEST a une grande expérience dans le monde des associations et autres, mais l'ONG à elle-même, elle est jeune, mais n'empêche, nous accompagnons des femmes. Même actuellement, pas plus tard que hier, nous étions avec des femmes de Sabalibougou, des femmes qui transforment les bâtonnets de bambou en bâtonnets, les bois qu'on fait les brochettes. Voilà, elles font ça. Nous les accompagnons. C'est un travail où il y a une grande patience derrière. Il y a des heures de travail. Voilà. Nous avons ça. Nous avons aussi d'autres femmes que nous accompagnons dans leur activité génératrice de revenus, comme les savonneries. Nous sommes au tout début, mais on est là. On se démarque bien. Ok, nous allons parler maintenant d'autonomisation des femmes. Vous avez parlé de transformation, de savonnerie. Et selon vous, pourquoi l'autonomisation des femmes est-elle essentielle pour le développement du Mali? L'autonomisation des femmes n'est pas que importante, elle est primordiale. Parce que actuellement, le monde part à un niveau où la femme, elle a j'espère qu'on va couper ça. Je cherche les bons mots. On va couper, non? Oui. La femme a de la... La femme a une grande place, non seulement dans la famille, dans la société, dans sa communauté, de la famille, même de la société, de la communauté. Donc, son autonomisation est très importante. Et cette autonomisation passe par l'éducation, par la formation. On a compris que les femmes, elles ne sont pas au devant des choses parce qu'en réalité, elles ne sont pas assez formées, elles ne sont pas assez informées. D'où on s'est dit que il faut les coacher, il faut les accompagner, voilà, pour qu'elles soient au cœur de la société dans les prises de décision. Alors, vous, en tant que femme battante, je dirais, pouvez-vous nous partager un exemple concret d'une femme ou d'un groupement féminin qui a bénéficié des actions de votre ONG? Vous avez parlé hier de tout. Voilà, je parlais tantôt d'un groupement de femmes hier tout près, qu'on est parti même les voir. On les a, comme on est dans le mois de Ramadan, dans le mois de la solidarité, un mois de partage, on les a accompagnés avec des sacs de riz, précisément 10 sacs de sucre, des Lipton, de lait, avec une belle enveloppe de 250 000. On les accompagne du mieux qu'on peut. Voilà, ça c'est le dernier groupement. Sinon, il y en a beaucoup. Et même la semaine prochaine, on doit avoir un groupe de femmes de Bankoni et de Niamana. Ouais. Quels sont les principaux défis auxquels les femmes maliennes font face aujourd'hui, notamment dans les zones défavorisées? Le principal défi actuellement dont les femmes font face, c'est encore le financement. On a des sérieux problèmes d'accès au financement. Même nous, notre ONG actuellement, on est confronté à cela, mais cela ne nous empêche pas d'avancer parce qu'on est une ONG de conviction. Nous croyons à ce que nous faisons et nous faisons avec les moyens de bord. Comme toutes les femmes, même dans les communautés reculées, c'est toujours les problèmes de financement. Il y a aussi le problème d'éducation encore, j'insiste sur ça. L'éducation. Très souvent, les femmes, elles sortent dès le bas âge. On les fait sortir, la déscolarisation, pour les mettre dans des mariages précoces.
Donc du coup, souvent, c'est compliqué pour elles d'aller devant. Les problèmes sont plutôt économiques et éducatifs. L'aspect sécuritaire, est-ce que vous avez eu à rencontrer des défis ou encore des difficultés par rapport à ça? Beaucoup. Beaucoup. J'oubliais, même actuellement, nous sommes aussi avec les femmes des déplacés des Kati. Elles sont à Kati. On prévoit même d'aller les voir. Actuellement, je vais venir un peu sur les questions d'enfants parce que je parle beaucoup des femmes. La dernière fois, je causais avec le directeur national de l'éducation qui me confiait que actuellement, il y a plus de 500 000 enfants au Mali qui ne partent pas à l'école à cause de l'insécurité. Et les 300 000 sont des enfants du centre et du nord qui sont éparpillés actuellement entre beaucoup d'endroits au Mali dont ils ne savent même pas comment avoir accès. Donc l'insécurité actuelle du Mali joue aussi beaucoup sur nous. En tant que femme leader, quel obstacle avez-vous personnellement rencontré et comment les avez-vous surmontés, vous, personnellement? Parce que de pareilles démarches ou activités, ça demande souvent de l'entêtement et du courage et de la détermination. Mais dans ce ordre d'idée, quelles sont les difficultés que vous avez personnellement rencontrées? Les difficultés, il y en a beaucoup. Sincèrement, il y en a beaucoup. Mais actuellement, celle qui me touche le plus, je suis en train de réfléchir en même temps, je dirais c'est la confiance des bailleurs. Étant une nouvelle organisation, étant une organisation jeune, les bailleurs ont du mal à faire confiance, à faire une ouverture d'esprit, alors qu'il y a un grand potentiel derrière. Mais je ne m'avoue pas vaincue et je suis sûre que avec le temps, on saura qui nous sommes. L'ONG GEST, on entendra parler. D'accord. Nous allons parler de l'impact social de l'ONG GEST au regard de ce que vous avez entrepris, de tout ce que vous avez mené comme activité. Comment les coopératives de femmes, les groupements de jeunes que vous accompagnez contribuent-ils au développement local? Les coopératives, elles contribuent surtout en termes de solidarité. J'ai remarqué que dans la coopérative, les femmes, elles arrivent à s'associer, elles arrivent à s'entendre sur les mêmes choses, faire les choses ensemble. Les coopératives, l'avantage, c'est surtout la solidarité féminine et encore l'autonomisation. Parce que dans cette coopérative-là, elles font de ces choses qui génèrent de l'argent après. Si l'argent est généré, que font-elles de cet argent? On investit encore, on réinvestit encore. Maintenant, soit on bascule dans l'entrepreneuriat, ou soit on investit, ou bien elles aussi, elles deviennent des relèves pour encore les jeunes filles montantes. Ouais. Maintenant, nous allons parler de vos visions et perspectives. Quelle est votre vision pour l'avenir des femmes et des jeunes au Mali? Ma vision est que je rêve d'un Mali où un jour on dira qu'au Mali, voilà une femme présidente. Voilà une femme présidente de l'Assemblée. Voilà. Je rêve d'un Mali où les femmes sont autonomes, où les femmes prennent les décisions, les bonnes décisions, où les femmes sont écoutées, où les femmes sont au cœur de la prise de décision du pays. Vous, personnellement, dans la perspective, que compterez-vous entreprendre, la politique ou encore? Non, pas de la politique pour le moment. J'ai pas une grande ambition. Moi, tout mon souhait actuellement, c'est, dans le plus profond de moi, mon souhait, c'est d'accompagner les femmes. Le peu de savoir que j'ai actuellement, le peu de connaissances que j'ai aussi, comment transmettre ça à mes sœurs, à mes mamans, à mes filles.
Voilà mon ambition actuellement. Alors, quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes filles qui aspirent à devenir des leaders dans leur communauté? Je leur dirais de ne pas lâcher, de ne jamais lâcher, de ne jamais lâcher, quel que soit le problème, de croire en elles-mêmes, de croire à leur potentiel, de se battre, de se lancer et tôt ou tard, on verra le meilleur. Nous allons parler bien sûr de la journée internationale de la femme, 8 mars. Selon vous, que représente cette journée pour les femmes? 8 mars, c'est une journée de célébration. C'est une journée de célébration, c'est une journée de fête surtout. C'est une journée pour dire qu'on a fait du chemin. Il y a certains droits qui ont été pris en compte, mais c'est aussi encore une journée de réflexion parce que ça reste encore beaucoup. Beaucoup a été fait, mais ça reste beaucoup encore. C'est une belle journée pour moi. C'est une journée que j'apprécie beaucoup. C'est une journée où je peux dire librement ce dont on a besoin, ce qui reste encore à faire. Alors, que direz-vous des femmes qui ont toujours cru que la célébration de la journée du 8 mars doit être axée sur le folklore, l'amusement, la fête? Non, je n'en disconfirme pas. C'est une journée où il faut faire la fête, je l'ai même dit. Moi-même, je ferai partie et j'en fais partie. Même actuellement, je suis sur la route d'aller chercher mon pain. Le dimanche, il y a une belle activité où je serai présente parce que le 8 mars c'est le dimanche, mais n'empêche, au-delà de la fête elle est permise, je suis d'accord, mais qu'on ne se limite pas seulement au côté folklorique du 8 mars parce qu'il y a encore des défis, beaucoup de défis même de nous les femmes qu'on peut se battre. C'est un beau jour pour profiter, pour faire des plaidoyers, pour faire des cris de cœur, pour qu'on soit entendu ce jour. Les femmes ont beau demander, les femmes ont demandé. Est-ce qu'il n'est pas temps que les femmes elles-mêmes cherchent à se frayer les chemins? Je suis d'accord. On a compris, on a vraiment compris ça, que ce n'est pas en parlant que les choses vont changer. On a compris que les hommes ne sont pas prêts à nous céder la place comme ça. Sincèrement, il faut se battre. C'est nous qui avons parlé d'égalité, c'est nous qui avons parlé d'émancipation. Je cherchais le mot, d'émancipation. Donc, quelqu'un qui veut être émancipé, il faut s'élever. Et comment? Il faut se former, c'est aussi simple que ça. Pourquoi les hommes nous dépassent? Parce que les hommes, en réalité, ils sont bien formés, ils sont bien informés, ils partent vers l'information, ils sont au courant de tout, contrairement à nous, les femmes. Donc, il faut que cela change. Il faut que nous aussi, que nous commençons à se former comme vous les hommes, que nous commençons à se battre tout simplement. Un homme et une femme à la place égale, je suis sûre qu'on donne à la femme. Si l'homme prend, c'est que la femme n'agisse pas à la hauteur. Et c'est ça qu'il faut corriger. Un appel pressant à lancer à l'endroit des autorités, à l'endroit de la gente féminine, pour que le soutien apporté à la femme soit conséquent et que les femmes puissent relever les défis auxquels elles font face. Je vais commencer par nos autorités. Je dirais à nos autorités que les générations changent. Les générations changent, les femmes changent avec les générations. La nouvelle génération qui sommes nous, on est une génération qui se bat vraiment. Même si on n'est pas comme vous les hommes, on essaye de se battre. Donc il nous donne l'opportunité aussi d'être au cœur des décisions, au cœur de montrer notre potentiel. On a besoin de plus d'accès. On a besoin de nous faire un peu confiance. À nos jeunes filles, à nos jeunes sœurs aussi, je leur dirais, je l'ai dit, mais je répète encore, de s'armer de courage, de se faire confiance, de se battre, de se lever, et il n'y a que comme ça que les choses changent. Notre émission tend vers sa fin.
Mais d'ici la dernière question, notre pays traverse une crise multidimensionnelle. Quel appel avez-vous à lancer à l'endroit des différentes parties, c'est-à-dire les forces du mal, je dirais, ou encore des autorités pour que nous puissions nous donner la main et que le Mali soit stable comme en temps? Moi, je le dis tout le temps, hein, le Mali n'est pas en guerre. La guerre, c'est entre deux pays. Le Mali est actuellement en conflit. Conflit, c'est entre nous, Maliens. L'autre côté qui sommes nous et l'autre côté qui sont les rebelles, nous sommes tous des Maliens. Moi, je prône le côté social. Pour moi, quand entre vous, Maliens, il y a un problème, asseyez-vous. Partez à la négociation. Discutez. Qu'on essaye de prendre en compte les préoccupations de chacun. Moi, je suis Maïga, je viens du Nord. Donc, je viens du Nord et je sais ce que le Nord vit. Souvent, ce n'est pas pour défendre les rebelles, mais je pense que le Nord a aussi besoin d'attention. Le Nord a besoin d'attention. L'attention, là, elle vient quand vous vous asseyez, quand vous communiquez, quand vous parlez. Je suis sûre que écouter, c'est comprendre l'autre. Ça ne sert à rien de prendre l'arme, même si on ne baisse pas les bras face à quelqu'un qui prend les armes contre toi. Mais au-delà des armes aussi, il faut qu'on s'asseye et qu'on parle. J'espère que la paix reviendra au Mali. Je le prie sincèrement pour ce mois de carême. Merci beaucoup. Alors, notre pays, le Mali, vit dans une dynamique sous-régionale appelée AES. Votre ONG GEST et vous, que compterez-vous entreprendre dans l'avenir pour impliquer ou bien pour que tous les pays de l'AES soient concernés par vos actions? Si AES fait partie des dossiers que je maîtrise le mieux, j'ai fait 8 ans à la diaspora. Et ces 8 ans, je l'ai fait au Niger, tout près. Donc Niger, c'est un pays que je connais personnellement comme le Mali. Un pays où on passe 8 ans dedans, c'est un pays qu'on connaît. En plus du Mali où je suis d'origine, Burkina aussi, j'ai fait beaucoup de tours là-bas, même si je n'ai pas habité, j'ai séjourné là-bas. Même leur insertion de 2014, ça m'a trouvé là-bas. J'étais au cœur des événements. À l'époque, je me souviens même, c'est l'ambassade du Mali au Burkina qui nous a fait évacuer après. C'est une très bonne chose. Moi, je trouve que sincèrement, on est sur la bonne voie. L'AES, c'est une très bonne chose. La souveraineté, c'est avoir le choix. C'est de décider ce que je veux ou ce que je ne veux pas. Mais aussi de ne pas rejeter tout. Il faut être toujours en position de force. C'est ça la souveraineté. Parce que le slogan de l'AES, c'est la souveraineté dont j'apprécie beaucoup. Moi, je l'ai une fois dit, je le répète encore. Moi, s'il y a une chose que j'apprécie beaucoup actuellement dans la transition, je le dis haut et fort, même actuellement, c'est que je ne suis pas morte jusqu'à j'ai vu un noir dire non au blanc. Rien que ça, moi je suis satisfaite. C'est honorable. Quoi qu'il arrive après, ce qui est sûr, on l'a fait. Et la prochaine fois que les choses vont se faire, ça va être à partir des négociations, pas des décisions parachutées. Maintenant, on s'assoit sur la table, on s'est dit, on prend ça ou on ne prend pas ça. Point. Et c'est ça l'AES. Dernière question, madame, selon vous, quelle action concrète devrait être renforcée pour améliorer les conditions des femmes au Mali? Qu'est-ce que les autorités doivent faire concrètement pour que les conditions des femmes soient améliorées, selon vous? Si je dois dire une seule chose, je dirais l'éducation. J'insiste sur ça. Je l'ai dit dès le début, je l'ai dit au milieu, je l'ai dit à la fin aussi encore. Les statistiques ont montré que seulement moins de 20% des femmes finissent leur cursus scolaire. Elles n'accomplissent pas leur cursus. Voilà.
Et ça, c'est un problème, un défi à relever. Si on doit aider les femmes actuellement, c'est à travers l'éducation. S'il y a un seul point, je dois dire réellement, ça serait l'éducation. Voilà. Il y a beaucoup, mais l'éducation. Surtout l'éducation. Alors, vos mots pour la fin? C'est un mot de remerciement. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de m'avoir accordé le micro à l'occasion de la journée internationale des femmes, le 8 mars. Une journée spéciale pour nous les femmes. Une journée où on espère que dans 100 ans, quand on ne sera même plus là, qu'on dise que les femmes ou bien les ONG comme gestes ont contribué à l'émancipation, à l'autonomisation des femmes du Mali et pourquoi pas d'ailleurs